Nouveau numéro de Ça vaut le coup sur Boursorama, l'émission qui donne du sens à votre épargne. Aujourd'hui, on vous parle de ces métaux qui sont indispensables à notre transition énergétique. Bonjour Benjamin. Bonjour David. Alors, pour produire de l'énergie propre, verte, décarbonée, il ne faut pas que du vent et du soleil, sinon ça serait trop simple. Oui, on a tendance à l'oublier. Effectivement, on a cette image des éoliennes et de l'énergie qui va nous venir du vent de façon illimitée ou du soleil. C'est vrai, mais il faut des transformateurs pour capter cette énergie du vent. Et ces transformateurs, il faut bien les fabriquer. Bill Gates l'avait résumé dans une interview dans une conférence de Stanford en disant on ne fabrique pas des avions avec des feuilles Excel. À un moment, il faut de l'acier, il faut de l'aluminium, il faut du plastique. Eh bien, c'est pareil pour les éoliennes. Dans une éolienne, il y a du cuivre. L'alternateur d'une éolienne contient entre 950 kg et 5 tonnes de cuivre en fonction de la taille de l'éolienne. Il vous faut de l'acier, il vous faut de l'aluminium. Ouais. Pareil pour les panneaux solaires. Tous ces métaux, aujourd'hui, sont en train de voir leur consommation complètement transformée par le développement probable, et même certain maintenant, de ces énergies renouvelables pour se débarrasser des énergies fossiles. Et le problème qu'amène cette situation, c'est que on doit prendre conscience aujourd'hui qu'on est en train de transformer une dépendance aux énergies fossiles, qui représente encore aujourd'hui 80% de notre consommation d'énergie primaire, en une dépendance aux métaux sans lesquels nous ne pourrons pas faire la transition énergétique indispensable à la décarbonation de notre économie. Oui, mais est-ce qu'on est préparé à cette nouvelle dépendance, en gros qui passerait des pays du Golfe pour tout ce qui est énergie fossile type gaz ou pétrole, à d'autres pays qui ne sont pas tout le temps des démocraties? Alors non, on n'est pas vraiment préparé, ni sur le plan politique et géopolitique, ni sur le plan industriel, ni sur le plan économique. Alors sur le plan politique et géopolitique, vous le soulignez, les pays qui produisent des métaux ne sont pas les mêmes que ceux qui produisent du pétrole. Or, on a construit depuis maintenant plusieurs décennies toute notre diplomatie, toutes nos relations internationales autour notamment de ces questions du pétrole. Donc, vous parliez des pays du Golfe, effectivement, et c'est vrai qu'aujourd'hui, des pays les mastodontes de ces métaux qui vont remplacer ces énergies fossiles se situent plutôt en Amérique du Sud pour le cuivre, en République démocratique du Congo pour le cobalt. Alors évidemment, on n'a pas des relations internationales très développées avec la République démocratique du Congo. C'est un premier problème. Il y a 65% des réserves mondiales de cobalt qui se trouvent là-bas. Et puis après, il y a un autre pays qui va devenir majeur dans toute cette économie des métaux, c'est la Chine. La Chine, aujourd'hui, c'est 65% du raffinage de tout le cobalt dans le monde, c'est 80% du raffinage du lithium, deux métaux indispensables à la mobilité électrique. Et aujourd'hui, il va falloir qu'on retravaille nos relations avec la Chine si on veut pouvoir arriver d'un point de vue politique à gérer cette transition. Et puis après, il y a la problématique économique. Il va falloir faire des investissements. Il y a pas plus tard que 10 jours, Brian Kitson, le patron de Freeport-McMoRan, un des plus gros producteurs de cuivre au monde, expliquait dans une conférence de l'industrie que, alors qu'aujourd'hui le prix du cuivre vaut 4 dollars la livre à Londres, si demain matin il passait à 10 dollars la livre, il faudrait quand même 7 à 8 ans à sa société pour pouvoir proposer plus de cuivre à ses clients. Donc on n'est pas prêt non plus. Ouais. Économiquement, industriellement, il va falloir que cette question devienne centrale si on veut réussir la transition énergétique. Pardon, on aurait dû commencer par ça, Benjamin. Les vertus de ces métaux, pourquoi le cobalt, parce qu'ils sont des métaux qui ne sont pas les plus connus, le cobalt, vous disiez, le cuivre, le manganèse, et j'en oublie, quelles sont leurs vertus? Et encore une fois, rappelez-nous, vous disiez un peu les différents endroits où on les trouve dans le monde, donc Chine, RDC et autres. Alors oui, pour le cuivre, c'est essentiellement l'Amérique du Sud, le Chili, le Pérou. L'argent se trouve un petit peu partout dans plusieurs pays, mais chacun de ces métaux a des spécificités. Si on prend le cas de l'argent, par exemple, qui est très révélateur, l'argent est le meilleur conducteur d'électricité au monde. Il y a une échelle pour mesurer la conduction de l'électricité par un métal qui va de 0 à 63. L'argent est à 62. Donc on l'utilise pour transporter l'électricité. Et donc cette qualité fait qu'il est aujourd'hui utilisé dans les panneaux solaires, par exemple. Donc l'industrie des panneaux solaires n'existait quasiment pas il y a 10 ans. Aujourd'hui, elle est extrêmement développée. Comme l'argent coûte cher, on a essayé de réduire la quantité d'argent embarquée par panneau. Elle était de 25 grammes il y a 10 ans. Elle est d'à peu près 5 grammes aujourd'hui, sauf qu'on produit beaucoup plus de panneaux solaires. La conséquence de tout ça, c'est quoi? C'est que là où l'industrie du solaire ne représentait quasiment rien dans la demande d'argent il y a 10 ans, en 2019, la demande d'argent en provenance de l'industrie du solaire représentait déjà 12% de la production mondiale d'argent.
Et l'Agence internationale à l'énergie vous explique que d'ici 2030, si on veut respecter l'accord de Paris, il va falloir multiplier par 4 les capacités solaires installées. Donc on a un énorme défi. Si vous prenez l'exemple du cuivre, le cuivre est utilisé là aussi pour la conduction dans les câbles électriques, il est utilisé aussi pour faire les alternateurs dans les éoliennes, et là, ces qualités-là font qu'on en consomme là aussi de plus en plus. Alors, sur ce métal, ce qui est intéressant, c'est ce que raconte l'IFPEN, la cellule l'IFPEN, donc l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles, qui fait une étude sur la consommation de ces métaux dans le cadre de la transition énergétique, qui est menée par Emmanuel H., et qui arrive à la conclusion que même avec un taux de recyclage élevé, si on veut rester dans un monde en dessous des 2 degrés, à horizon 2050, selon leur modèle, on aura consommé 93% de toutes les réserves de cuivre identifiées sur la planète en 2010. Donc on a un vrai sujet de gestion En 2010 de ces métaux. Pardon ? On aura consommé 93% quand, vous disiez? En quoi? En 2010? En 2050, on aura consommé 93% des ressources identifiées en 2010. Donc c'est un défi colossal qui est devant nous, à la fois parce que cette demande, elle est là, elle restera structurellement soutenue, et face à une offre qui pourrait ne pas suivre, à la fois en termes de flux et en termes de réserve aussi. On a effectivement ce problème de réserve que montre très bien l'étude de l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles, pour le cuivre, mais aussi pour d'autres métaux, comme le nickel, par exemple. Et 2, vous le disiez, ce problème de flux. Je résume souvent ça en disant qu'on a un problème de taille du réservoir, mais aussi un problème de taille du robinet. L'IFPEN, après avoir fait ses travaux, est allé voir le Chili, qui est le plus gros producteur mondial de cuivre, et lui présenter ses travaux. Et le Chili a juste posé une question. Ils étaient très contents d'apprendre que la consommation de cuivre allait être énorme dans les années à venir. On leur dit, excusez-nous, mais dans votre modèle, le développement, la croissance de la production de cuivre doit être de combien pour qu'on puisse répondre à la demande? La réponse de l'IFPEN a été environ 4,5%, et le Chili a répondu, nous ne savons pas faire ça. Nous pouvons faire au maximum 2,5% par an. Non, mais ça veut dire, Benjamin, ça veut dire que la transition énergétique potentiellement est entravée et qu'on ne pourra pas aller à son terme parce qu'il n'y aura pas assez de métaux? Ça veut dire que la transition énergétique doit être pensée en amont pour qu'elle se passe bien. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les autorités ont commencé à le comprendre. La Banque mondiale a sorti une grosse étude sur les criticités des métaux l'année dernière, en avril. L'Union européenne a fait des déclarations sur le sujet en juin. L'Agence internationale à l'énergie, qui s'occupe des questions énergétiques pour les pays de l'OCDE, a également pris le problème à bras-le-corps. En France, on a le BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, qui s'occupe de ces problèmes et qui a fait une liste de métaux critiques. Donc on commence à prendre ce problème à bras-le-corps, mais je crois qu'il va falloir aussi que les industriels comprennent qu'il va falloir aussi repenser la façon dont on construit notre économie, pas seulement dans le cadre de la transition énergétique, mais ailleurs aussi, dans la construction de tous les produits du quotidien, de façon à penser, dès la conception de ces produits, leur recyclage, de façon à perdre le moins possible de ces métaux. Ça va devenir un challenge majeur, le recyclage, dans les années à venir, pour pouvoir optimiser cette consommation de métaux et qu'elle ne vienne pas entraver la transition énergétique. Une fois qu'on a dit tout ça, Benjamin, on se dit que potentiellement, structurellement, les cours devraient rester soutenus de ces métaux. Indispensables, encore une fois, à la transition énergétique dans les années à venir. Bien sûr. Alors, il pourrait non seulement rester soutenu, mais même probablement monter, parce qu'il va falloir faire 2 choses. Vous l'aurez compris, il va falloir qu'on trouve des nouvelles réserves. Je prenais l'exemple du cuivre tout à l'heure. Il va falloir qu'on trouve des nouvelles réserves, donc il va falloir qu'on investisse dans la recherche de nouveaux gisements. On sait qu'il y a davantage de gisements qui sont disponibles, il faut simplement aller les chercher. Et il va falloir aussi améliorer toute la prise en compte des facteurs environnementaux dans cette activité minière, pour que celle-ci soit le plus propre possible. Ben oui, parce que et ça, c'est moins de dégâts à la biodiversité. Oui, parce qu'il y a ce paradoxe quand même, s'agissant encore une fois de ces métaux, c'est que extraire, encore une fois, ces métaux pour réussir, les recycler, les raffiner, pour réaliser et accomplir cette transition énergétique, c'est polluant. C'est une activité qui est polluante. C'est le paradoxe, pour produire des énergies vertes, au départ, en amont, il faut extraire de manière polluante ces métaux. C'est un paradoxe. Oui, mais il faut aussi garder une chose en tête, c'est que ça vaut vraiment le coup, parce que d'un côté, vous avez aujourd'hui 80% de notre énergie, je vous le disais, qui vient des énergies fossiles, qui sont responsables de 70% des émissions de CO2. Gaz, pétrole, charbon. De l'autre côté, les métaux dans leur ensemble, selon une étude de France Stratégie publiée récemment, représentent tous ensemble
à peu près 10% des émissions de CO2. Alors même si on devait augmenter leur volume pour remplacer le pétrole, vous comprenez bien que remplacer des vecteurs d'énergie qui représentent aujourd'hui 70% des émissions de CO2 par un vecteur d'énergie qui représente 10%, peut-être 15% si on augmente les volumes Ça vaut le des coup. émissions de CO2, ça vaut le coup et il restera forcément un bénéfice pour la planète. Allez, merci beaucoup. Explication signée Benjamin Louvet. On se retrouve à bientôt. On se retrouve la Merci semaine prochaine David. justement pour un nouveau numéro de Ça vaut le coup sur Boursorama.